Bonsoir chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2021. Cette date peut-être ne dira rien à certains d'entre vous, c'est pourtant un anniversaire tragique. Il y a exactement 27 ans ce soir, un Falcon 50, l'avion présidentiel du Rwanda, était abattu par 2 missiles alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport international de Kigali. Il transportait 2 chefs d'État, le président du Rwanda bien sûr, Juvenal Habyarimana, qui était au pouvoir depuis 1973, et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira. Il y avait également à bord les plus importants responsables militaires et politiques du Rwanda, mais également du Burundi, ainsi que l'équipage, les 3 membres d'équipage qui étaient tous les 3 des officiers français. Il n'y a eu aucun survivant et à ce jour, personne n'a été inquiété et encore moins condamné pour cet acte terroriste, cas unique dans l'histoire où 2 chefs d'État en exercice ont été assassinés en même temps. Je rappelle à titre de comparaison qu'un ancien Premier ministre libanais a trouvé la mort dans un attentat terroriste et que pour cela, l'ONU a diligenté une enquête et qu'une cour spéciale a été mise sur pied pour punir les assassins de ce Premier ministre, Rafik Hariri, qui n'était plus en fonction lors de sa mort. Alors pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Pourquoi faire en sorte que justice soit rendue dans le cas d'un attentat terroriste contre un ancien Premier ministre libanais, et pourquoi n'avoir rien fait pour punir ceux qui ont organisé, commandité cet attentat qui a coûté la vie à 2 présidents en exercice et à leurs entourages respectifs, ainsi qu'à des officiers de l'armée française. D'autant que cet attentat n'est pas anodin, puisque c'est l'élément déclencheur de ce qui devait survenir dès le lendemain et dans les semaines et les mois qui suivirent cet attentat. Cet attentat a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il conviendrait donc de dire enfin la vérité, de mener une enquête impartiale, de conclure cette enquête et de punir les auteurs de cet attentat. 27 ans plus tard, la vérité n'a pas encore été dite et la justice n'a pas encore été rendue. Dans toutes les enquêtes policières, on apprend que la première question qu'il convient de se poser, c'est à qui profite le crime? Je rappellerai que dans les heures qui ont suivi cet attentat, l'armée patriotique rwandaise a déclenché une offensive généralisée au Rwanda, mettant un terme aux accords de paix d'Arusha, accord qui avait été conclu l'année précédente et qui devait permettre une solution pacifique à cette guerre du Rwanda. Guerre qui, je le rappelle, a été déclenchée par
le Front patriotique rwandais lui-même, lorsque le 1er octobre 1990, des éléments de l'armée ougandaise, qui étaient en fait des fils ou petits-fils de réfugiés Tutsis rwandais, réfugiés au Rwanda, en Ouganda, lorsque ces éléments donc ont franchi la frontière rwandaise et ont attaqué le Rwanda. On ne le dira jamais assez, les premiers coups de feu qui ont été tirés dans cette guerre furent des coups de feu tirés par ces éléments. Les premiers massacres qui ont été commis durant cette guerre ont été le fait du Front patriotique rwandais, qui, à l'origine, certainement, était dirigé par des idéalistes qui rêvaient de retrouver la patrie perdue. Mais les idéalistes qui dirigeaient ce FPR ont été éliminés dans les 48 heures qui ont suivi l'attaque du 1er octobre 1990. Et ils ont été éliminés ils n'ont pas été éliminés par leurs ennemis de l'armée rwandaise ou du gouvernement rwandais de l'époque. Ça a été une affaire interne au FPR. C'est ce qui a permis à Paul Kagame de s'emparer de la direction de ce FPR. Donc, cet attentat du 6 avril 1994 a été l'élément déclencheur de ce qu'on a appelé le génocide des Tutsis, qui a commencé dès le lendemain 7 avril, lorsque des Tutsis ont été victimes de massacres, d'abord à Kigali, et ensuite dans le reste du territoire rwandais, encore sous contrôle de ce que l'on a appelé le gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le gouvernement qui avait été mis en place dans la plus grande improvisation au lendemain de la décapitation de l'appareil d'État rwandais causé par cet attentat du 6 avril 1994. Il est toujours très compliqué de parler du Rwanda, de parler du génocide. On est très vite accusé de négationnisme, on est très vite accusé de vouloir relativiser le génocide commis contre les Tutsis. Pour ma part, mon premier livre est sorti en 2003, il s'intitulait « Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale ». Le second, sur le sujet du Rwanda et de cette tragédie, est sorti en 2018, « Rwanda, 25 années de mensonges ». Et dans aucun de ces deux livres, dans aucun des articles que j'ai pu écrire depuis, dans aucune des émissions de radio auxquelles j'ai pu participer depuis, n'ai-je mis en doute la réalité du génocide contre les Tutsis. Bien au contraire, avant même que mon premier livre de 2003 ne sorte, je me rappelle avoir dénoncé tout de suite après mon premier séjour au Rwanda en 1996, l'horreur du génocide contre les Tutsis. Qu'est-ce que c'est que le négationnisme? Ce mot avait été inventé, je crois, à l'époque de l'indignation suscitée par les écrits et les propos du professeur Forisson, de sinistre mémoire, qui avait osé prétendre que la Shoah n'avait jamais eu lieu et que les chambres à gaz des nazis n'avaient jamais existé. Le professeur Forisson niait en bloc la Shoah. Quant à nous, Judy River, Charles Onana et tant d'autres, nous ne nions pas la réalité du génocide commis contre les Tutsis. Pour ma part, je l'ai toujours dénoncé. Et je suis partisan d'une justice internationale à l'encontre de ces
de ces responsables du génocide contre les Tutsis. C'est un crime imprescriptible qui doit être puni. Non, nous ne sommes donc pas des négationnistes, puisque nous ne nions pas. Mais nous osons dire que si le génocide contre les Tutsis a bien eu lieu, il y a également eu des massacres de masse commis à l'encontre des Hutus et d'autres, tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, et que ces massacres continuent à être occultés, alors que par leur ampleur, par le nombre de victimes, ils sont aussi importants que les massacres commis contre les Tutsis pendant ces horribles 100 jours d'avril à juillet 1994. Et d'ailleurs, ces massacres avaient commencé avant ces 100 jours. Ils avaient commencé dès le début de cette guerre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a débuté en octobre 1990. Ils se sont poursuivis avant le génocide contre les Tutsis et alors même que le génocide contre les Tutsis était en train d'être perpétré dans les zones qui tombaient sous le contrôle du Front patriotique rwandais. Ils se sont poursuivis après la fin du génocide contre les Tutsis, après la prise de pouvoir par le FPR en juillet 1994. Je rappellerai les milliers de morts du camp de déplacés de Kibeho, attaqués, bombardés par l'armée du Front patriotique rwandais en 1995, et l'extermination des survivants. Moi-même, en 1998, alors que je travaillais au Rwanda, je me rappelle de faits qui m'avaient été rapportés concernant d'épouvantables massacres commis par l'armée du Front patriotique rwandais dans les provinces, dans les préfectures, comme on disait à l'époque, de Ruhengeri et Gisenyi. Et ces massacres se sont ensuite propagés à l'extérieur du Rwanda, avec l'attaque contre les camps de réfugiés rwandais situés au Zaïre, au nord et au sud Kivu, à partir de octobre 1996. Et ensuite, pendant l'épouvantable marche de la mort de ces malheureux réfugiés survivants qui tentaient de fuir, d'échapper aux massacreurs, en traversant dans des conditions épouvantables la grande forêt congolaise, sur des centaines de kilomètres dans des conditions épouvantables. Certains sont morts d'épuisement, de famine, d'autres ont été attirés par de pseudo-distributions organisées par des organisations humanitaires, dont s'est servi les poursuivants, dont se sont servis les poursuivants pour ensuite les massacrer. Cette marche de la mort s'est poursuivie jusqu'aux rives du fleuve Congo. Certains sont même parvenus à le traverser, ce fleuve Congo, pour aller se réfugier au Congo-Brazzaville. Certains cherchent à nier la réalité de l'horreur de ce qui s'est passé en 96-97 au Zaïre ou en République démocratique du Congo, comme on dit aujourd'hui. Un journaliste connu en France a même sorti un livre il y a quelques semaines dans lequel il raconte son voyage, durant lequel il a rencontré une dizaine de personnes, ce qui lui a permis d'arriver à une conclusion à laquelle il était vraisemblablement déjà arrivé avant d'entreprendre son voyage, à savoir que ces massacres n'avaient pas eu lieu, et que s'il y avait eu des morts regrettables, eh bien, dans toute guerre, il y a des morts, et que la guerre du Congo n'avait pas fait exception. Ce sont des gens comme ce monsieur et comme tant d'autres
qui sont en fait les véritables négationnistes, puisqu'ils osent prétendre que ces massacres n'ont pas eu lieu. Ils osent dire que parler de ces massacres, que ce soit au Rwanda ou au Congo, c'est nier le génocide contre les Tutsis, ou tout du moins relativiser le génocide contre les Tutsis. Mais pas du tout. En quoi est-ce que parler des massacres commis contre les Hutus avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis serait une remise en cause du génocide contre les Tutsis? Un enfant massacré est un enfant massacré, qu'il soit Tutsi ou qu'il soit Hutu, ou que son bourreau soit Tutsi ou que son bourreau soit Hutu. Quelle différence cela fait? En fait, la différence, elle est politique, car le régime qui est en place à Kigali s'est servi de ce génocide contre les Tutsis pour légitimiser son régime, pour légitimiser, pardon, et que donc il craint, ce régime, que si l'on parle des massacres commis par ces hommes, cela ôterait une partie de la légitimité de son pouvoir. Cela remettrait en cause la légitimité de son pouvoir. Et c'est pourquoi ce régime tente, par tous les moyens, d'imposer une vérité officielle selon laquelle il y aurait eu un génocide, le génocide contre les Tutsis, et que c'est le FPR qui y a mis fin. Alors que, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est cet attentat resté impuni du 6 avril 1994 qui a été l'élément déclencheur de ce génocide. Le petit Rwanda me fait parfois penser à la grande Union soviétique des années 30, 40, 50. À l'époque, il était extrêmement difficile de parler de la réalité du régime de Staline, de parler du goulag, de parler de la grande famine en Ukraine, des millions de morts causés par Staline. J'ai en mémoire le cas de Viktor Kravchenko, ce dissident soviétique passé à l'Ouest, qui écrivit un livre intitulé « J'ai choisi la liberté ». Dans ce livre, il osait parler de la réalité de l'Union soviétique et des crimes de Staline. À l'époque, l'intelligentsia française, l'intelligentsia de gauche essentiellement, mais pas seulement, s'était déchaînée contre ce pauvre Kravchenko. Les Lettres françaises, une publication proche du Parti communiste français, l'avait traité de tous les noms, l'avait diabolisé, avait prétendu qu'il était un agent de la CIA, qu'il était un mythomane. Kravchenko a intenté un procès qu'il a gagné contre les Lettres françaises. Les représentants de cette intelligentsia ont brillé par leur absence lors de ce procès. Pas un ne s'est levé pour défendre Kravchenko. Pas un intellectuel français ne s'est levé. Je pense aussi à la Chine de Mao, qu'il était tellement difficile de critiquer, tant était grand le lobbyisme des maoïstes ou des admirateurs de Mao Tse-tung, même aux pires années de la révolution culturelle. Mao était intouchable. Or, le régime de Mao a causé des millions de morts. Aujourd'hui, on le reconnaît, tout comme on reconnaît les crimes de Staline. J'ai en mémoire les propos de Georges Marchais qui défendait l'invasion de l'Afghanistan en disant que l'armée soviétique avait libéré le pays d'un régime féodal.
Et surtout, j'ai en mémoire, c'est encore plus récent, le régime de Pol Pot au Cambodge, le régime des Khmers rouges. Dans les années 77-78, il y avait de nombreux intellectuels qui défendaient bec et ongle ce régime. Je n'oublierai jamais un article que j'avais lu en 1977, je crois que c'était durant l'été 77, dans le magazine Africasie. Cet article était intitulé « Non à la calomnie ». Et dans l'article, il était écrit que tout ce que l'on disait au sujet du régime des Khmers rouges n'était que calomnie. Aujourd'hui, qui encore oserait défendre le régime des Khmers rouges? Qui encore oserait prétendre que ces massacres, ce génocide, puisque là aussi on a parlé de génocide, ce génocide n'a pas existé? Bien sûr qu'il a existé. Donc, il adviendra au Rwanda ce qu'il est advenu de l'Union soviétique, de l'Afghanistan, de la Chine populaire ou de la tragédie cambodgienne. Un jour, la vérité triomphera. Et un jour, les intellectuels qui ont osé, au nom de la mémoire des victimes du génocide des Tutsis, prétendre que les autres massacres n'avaient pas eu lieu et qui ont osé légitimer le régime en place à Kigali depuis 1994, un jour, ces intellectuels auront à se justifier. Comment ont-ils pu défendre l'indéfendable si longtemps? Et ce qui est assez triste d'ailleurs, c'est de voir que c'est en France, qu'il est plus difficile qu'ailleurs encore de dire la vérité au sujet du Rwanda. Je rappellerai par exemple que le livre de Judy River a été retardé, qu'on a cherché à interdire sa publication en France, alors qu'il était publié depuis longtemps aux États-Unis, au Canada et dans les pays anglophones, et aux Pays-Bas et ailleurs. Et que, heureusement, l'éditeur Max Milo a finalement accepté de publier ce livre. In Praise of Blood. L'éloge du sang, je crois qu'il s'appelle dans sa version française. Bien souvent, des victimes de ce génocide commis contre les Tutsis se sont retrouvées ensuite victimes du régime en place à Kigali. Le cas le plus emblématique est l'admirable Kizito Mihigo, ce chanteur, auteur, compositeur, organiste, talentueux, qui avait osé, dans une chanson, évoquer la mémoire des autres victimes, évoquer la mémoire des victimes du génocide et évoquer la mémoire des autres victimes, c'est-à-dire, même s'il ne le disait pas aussi clairement, les victimes du FPR. Cette chanson a fait qu'il a passé des années en prison, condamné à une lourde peine de prison, et qu'ensuite, après quelques années de liberté surveillée, on l'a retrouvé mort dans une cellule et que l'on a prétendu qu'il s'était suicidé, ce qui est un mensonge ignoble. Kizito Mihigo, jeune Tutsi, dont une grande partie de la famille avait été massacrée et qui s'est retrouvé ensuite victime de ceux qui ont prétendu avoir combattu pour sauver les Tutsis du génocide. Seule la vérité permettra une véritable réconciliation au Rwanda comme ailleurs. Et cette vérité devra déboucher sur la justice. Donc en ce 6 avril, triste anniversaire, j'ai une pensée bien sûr pour les passagers de cet avion abattu, mais aussi et surtout pour les millions de morts
Tutsi, Hutu, toi, Congolais et autres, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu des missionnaires, canadiens, espagnols, des travailleurs humanitaires qui ont été assassinés. J'ai une pensée pour tous ces gens qui ont perdu la vie. J'ai une pensée pour leurs familles qui, 27 ans plus tard, continuent à demander justice. Voilà, chers amis, ce que je tenais à dire